Bien, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette session d'overview sur la partie Opération Manager 2012. Donc cette session traite bien d'une vue générale d'Opération Manager 2012. Par ailleurs, on anime aussi une session à 17h30 sur la partie installation et migration. Donc celle-ci en traitera très peu. Et je suis accompagné de deux éminents spécialistes MVP que sont Jean-François Béringuet et Yann Guinche, qui participeront à la partie présentation et démonstration au cours de cette session Opération Manager. Donc en gros, l'agenda qu'on va voir va être composé de quelques rappels sur ce que fait SCOM pour ceux qui ne seraient pas habitués, SCOM étant l'acronyme, bien sûr, pour System Center Operation Manager. Donc on va faire quelques rappels de l'existant assez rapidement et rapidement passer sur la deuxième partie qui sont les évolutions apportées par Opération Manager 2012 et ce qu'il couvre en particulier sur les volets architecture, supervision applicative, les nouvelles interfaces et la partie bien sûr gestion réseau qui est une partie excessivement importante. Et on traitera aussi du traitement d'applications distribuées avec pour une partie 5 démos mais dont 2 seront regroupées en une seule. Donc si on prend le début, en fait, le positionnement de System Center pour faire une introduction à cette partie opération, on peut le voir comme répondre à un besoin entre les équipes d'exploitation d'un côté, enfin l'IT, et puis les utilisateurs de l'autre côté, avec définition de services. Donc en fait, on peut imaginer que vu du côté des applications, le besoin soit effectivement d'avoir à disposition un ensemble applicatif dans un portail self-service. Au préalable, bien évidemment, on aura pris soin de définir l'ensemble des services qui seront visibles et accessibles par famille d'utilisateurs. Donc on aura défini qui a le droit de voir quoi et qui a le droit de faire quelle demande. Et depuis ce portail, donc l'utilisateur, alors au sens utilisateur, qui est un utilisateur, on va dire, de l'IT, pas forcément un utilisateur final, mais vraiment quelqu'un qui va pouvoir faire une demande d'une nouvelle infrastructure au besoin d'un nouvel ensemble applicatif. Dans la partie modélisation, on aura modélisé des ensembles applicatifs et pas seulement mettre à disposition une simple machine ou machine virtuelle, mais bel et bien un ensemble applicatif. Une fois que ces applications auront été modélisées et que la demande aura été traitée, l'ensemble qui va traiter derrière va être tout un volet d'orchestration dans lequel on va décomposer cette demande de service peut être composé, on peut l'imaginer, d'un environnement de style 3 tiers avec une partie interface web, une partie application de style .NET et puis des infrastructures back-end de style base de données. Et en fait, on va les découper et les orchestrer. Donc à partir de l'orchestration, on va agir directement pour aller configurer ces environnements, les configurer et bien sûr les déployer. Enfin, tout d'abord les déployer et après les configurer par ailleurs. Et ça, dans un environnement qui peut être soit du cloud privé, donc là on pense à un déploiement dans un environnement qui est le vôtre, soit dans du cloud public, soit bien sûr sur des environnements de style virtuel ou des environnements qui peuvent être physiques. Donc on va pouvoir traiter de cette globalité. Et bien sûr, une fois qu'on aura déployé, on va se poser la question de savoir, oui, mais comment je supervise et j'administre l'ensemble. Donc pour ça, on va vous fournir l'ensemble des outils pour répondre à ces besoins. Donc on part bien d'un besoin du côté utilisateur. On a fait un déploiement avec au milieu dans la partie orchestration. On imagine bien évidemment qu'on ait fait une demande de changement, que la demande de changement a été validée dans un processus de gestion de demande de changement et qu'après on enchaîne l'ensemble et qu'on retourne l'information vers l'utilisateur. Et là, on parlera en particulier dans les nouveautés sur le côté apport, par exemple, d'intégration dans SharePoint qui pourrait être rendre une visibilité à l'utilisateur du service que nous, IT, on lui a fourni. Ici, on termine par la présentation en gros des composants de la famille System Center qui répondent aux différentes briques. Donc, la présentation en gros du service auquel on va répondre. Entre l'utilisateur et l'IT, on aura défini des SLA et il faudra qu'on puisse les monitorer et rendre compte à l'utilisateur du travail qu'on a réalisé. Ça dans une découpe qui est assez traditionnelle entre la gestion des applications, la fourniture de la partie, la gestion de l'infrastructure, et puis la fourniture et l'automatisation au milieu, ce que j'expliquais en étant la partie centrale avec une grosse partie d'orchestration.
Maintenant, si on reprend, je disais, les quelques rappels sur ce que traite SCOM, ici on a un résumé à peu près de ce que peut traiter SCOM à partir d'un environnement ici qui est en architecture, mais on en reparlera, même si c'est rapidement dans cette session, on reparlera de l'architecture de SCOM 2007 et de celle évoluée de SCOM 2012. Mais dans cet environnement, on peut dire qu'on a du côté opération déjà deux bases distinctes, hein, là sur la partie haute, qui va être une base opérationnelle et une base de reporting, où on distinguera que dans une, on va conserver des données pendant les données de traitement opérationnel qui va être de l'ordre d'une dizaine de jours, pendant laquelle j'ai besoin de conserver toutes les données et de pouvoir dire j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier entre midi et midi 5 sur tel type d'application. Et la deuxième, la partie reporting, qui elle sera plus générale, on va conserver les données de type assez classiquement 1 an et pour lesquelles en fait on en fera une agrégation à l'heure en disant si j'ai besoin d'un rapport, j'enverrai la globalité. À partir de ça, et un des apports importants de SCOM va être de traiter, c'était sa démarche au départ, de traiter les environnements Windows avec ici sur la partie basse ce qu'on appelle des management packs, donc en fait des règles propres à des applications particulières. Et l'aspect intéressant de SCOM, c'est que les règles, donc les fameux management packs, sont définies par les équipes produits dans un contexte Microsoft. On essaye de faire pareil avec les partenaires, c'est-à-dire qu'on pousse nos partenaires, je pense aux côtés constructeurs, les HP, Dell, IBM, etc., à eux-mêmes intégrer leurs outils d'admin constructeur dans la supervision de SCOM. Donc ça, c'est le côté, on va dire, natif et le cœur de ce qui était SCOM à l'origine. On lui a ensuite rajouté un certain nombre de fonctions, comme sur la partie en haut à droite, le traitement des postes clients. Donc traitement des postes clients avec plusieurs niveaux. Ça peut être simplement renvoyer les crashs en centrale pour savoir quel type d'application pose des problèmes dans l'environnement et en avoir des statistiques. Après, faire de la mesure sur un ensemble de postes qui peuvent être des postes représentatifs. Et puis le dernier qui serait des postes pour lesquels on souhaite générer des alertes parce que ce sont des postes assez sensibles. Ça pourrait être des postes bord de chaîne ou des stations utilisées par de multiples utilisateurs qui ne sont pas les utilisateurs traditionnels. Un des derniers morceaux arrivés dans SCOM avec la partie R2, c'est le traitement des environnements Unix et Linux. Donc ça, c'était une vraie nouveauté et grande évolution, voire révolution, d'apporter des agents fournis par Microsoft sur les environnements Unix et Linux. Donc les 3 Unix du marché et les 2 gros Linux de monde de l'entreprise que sont SUSE et Red Hat, avec les management packs de base fournis par nous, fournis dans le cadre offre SCOM, et puis un certain nombre de partenaires qui font des extensions autour de Oracle, VMware, Apache, Tomcat, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était en gros ce qui était la base de SCOM. Il y était intégré, bien sûr, la supervision. Donc côté Hyper-V, on l'imagine bien, je disais, avec des management packs qui sont fournis par l'équipe serveur au titre du traitement de Hyper-V. Et puis, via des partenaires, de pouvoir superviser aussi, si j'ai un environnement mix, voire des environnements purement VMware en termes de virtualisation, de pouvoir le superviser à partir de SCOM au travers un certain nombre de partenaires. Ils ne sont pas forcément représentés tous là, mais on a ici les principaux entre Vim et Bridgeway. Et puis, un autre aspect de SCOM sur le traitement de la virtualisation, c'est aussi il est le niveau d'intelligence haut du traitement de la virtualisation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est lui qui va décider si on doit basculer des machines. Alors c'est pas l'objectif de cette session, le traitement de la partie Virtual Machine Manager, mais Virtual Machine Manager 2012 intègre un certain nombre de fonctions de base qui vont être, par exemple, un load balancer sur un cluster. Donc, en fonction de la charge, je fais une répartition de VM. Ça, c'est des choses qui, dans la partie 2007, étaient traités par SCOM et vont être descendés dans VMM 2012. Pour autant, SCOM conserve, y compris dans sa partie 2012, un apport intéressant parce qu'on parlait par exemple des management packs constructeurs, de pouvoir dire si sur un de mes clusters Dell, HP ou IBM, l'agent constructeur a détecté des incidents de type alerte sur des codes autocorrecteurs mémoire, alors on va renvoyer des ordres à la virtualisation en lui disant attention, ce serait bien que tu supprimes que tu bascules toutes les VM de ce node cluster vers les autres nodes clusters de telle sorte qu'on puisse faire une intervention sur le matériel qui peut poser problème. Donc ça, c'est un des aspects importants qui s'appelle dans SCOM PRO pour Performance and Resource Optimisation et qui continue dans sa version 2012, même si je disais VMM 2012 récupère en fait la couche basse qui est le côté load balancer sur la charge, les I/O et la mémoire.
Donc l'interface vers l'utilisateur de virtualisation, donc qui est en fait un administrateur, serait un traitement de type soit on le fait en automatique, soit on lui propose, comme c'est le cas dans cette copie d'écran, on lui propose une solution et on lui dit voilà ce qu'on te conseille de faire, est-ce que tu veux qu'on le fasse pour toi ou est-ce que tu refuses que ce soit fait. Donc après on peut très bien penser par exemple qu'on ait des nœuds clusters pour lesquels on va l'automatiser parce qu'on a une totale maîtrise de ce qui va se passer sur ces nœuds clusters, et puis des qui sont un petit peu plus aléatoires dans la méthode de traitement où on laissera l'intelligence à l'opérateur de savoir ce qu'il veut faire en cas d'incident. Donc ça, c'est le traitement de PRO dans SCOM et qui continue, je disais, dans SCOM 2012. On avait aussi ramené dans SCOM, mais déjà dans 2007, la supervision des environnements Azure. La démarche était, si vous avez des environnements et chez vous et dans un environnement Azure, SCOM doit vous permettre de superviser l'ensemble. Donc le management pack dans Azure continue bien évidemment et verra des extensions dans la partie SCOM 2012. Donc ça, c'est en gros pour un rappel. Donc pour le côté rappel, je disais, avoir pour les Linux le même traitement que pour les Windows, et ce pour quelque chose qu'on verra tout à l'heure, qui est le traitement des applications distribuées. C'est-à-dire quand on est arrivé à intégrer dans SCOM des applications distribuées, on s'est dit c'est très facile à faire dans l'environnement Windows parce qu'on connaît tous les composants et on va pouvoir en faire un modèle. Et puis si à côté les bases de données ne sont pas SQL mais MySQL sur un Linux, ça devenait plus compliqué, d'où l'apport des agents pour le monde Linux. Et donc, pour parler du monde Linux et pour ne pas rester sur le côté slide, je vais passer la parole à Jean-François sur une démonstration. Non, ce sera Yann alors pour la démo. Yann, pardon. Excuse-moi. On va y arriver. Ok. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, la supervision des agents Linux Unix, elle est unifiée, elle est identique à celle des agents Windows. Donc, on a ici, par exemple, des ordinateurs Windows qui sont supervisés. Et si je regarde le Health Explorer, donc qui est la vue qui me donne l'état en fait des composants supervisés, je vois ici par exemple l'ensemble des services core de l'operating system Windows. Si je bascule sur une machine Linux, je vais voir le même genre de visibilité. Donc en fait, on a une unification de la supervision, que ça soit donc une machine Linux, Unix ou Windows, on va traiter la supervision exactement de la même façon. Ça, c'était déjà présent dans Operation Manager 2007 R2. Ce qui est nouveau dans Operation Manager 2012, c'est une extension un petit peu de l'offre autour des plateformes supportées et aussi une amélioration au niveau de la sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un compte root pour quelque raison que ce soit. On va utiliser donc ce qu'on appelle les mécanismes des run as account comme on fait pour Windows et on va donc utiliser côté Linux des mécanismes de type sudo pour pouvoir élever ses privilèges quand il y en aura besoin. Si je prends donc ici au niveau authoring, donc qui est la partie qui me permet d'ajouter de la supervision à ce qui est offert de base par Microsoft, eh bien je peux rajouter des processus, par exemple superviser des démons, des processus sur Linux. Et en fait, j'ai ce qu'on appelle un monitoring wizard, exactement comme pour Windows. Donc je vais retrouver tous les ajouts que je peux faire, et Jean-François fera une démo autour de cela tout à l'heure. Et je peux ici, par exemple, rajouter un processus Linux. Alors, je vais donner un nom. Test. Vous notez ici, pour ceux qui connaissent Operation Manager 2007, c'est qu'on est obligé maintenant de choisir le pack d'administration. On ne tombe plus dans le pack d'administration par défaut. Enfin, voilà. Et donc là, je peux soit sélectionner, donner le nom du processus, soit aller browser un ordinateur. Donc ici, nous avons un serveur Red Hat 6. Donc on va aller interroger ce serveur, voir tous les processus qui tournent dessus et indiquer celui que l'on veut superviser. Voilà, donc on va choisir son processus. On peut ajouter un groupe donc de façon à définir la même supervision du même processus sur un groupe de serveurs. Et on va pouvoir également donc rajouter des expressions régulières pour tester par exemple tous les processus qui sont démarrés avec un lot de paramètres identiques par exemple. Donc ça permet de différencier certains processus et donc d'aller par exemple superviser un processus Java mais qui est lancé avec tel argument dans la ligne de commande. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout du wizard puisque j'ai déjà créé quelque chose. Donc on peut indiquer le nombre de processus que l'on veut voir, donc le nombre d'instances que l'on veut voir tourner, de la même façon qu'on le fait pour les processus sur les serveurs Windows. Une fois qu'on a terminé, donc on a
le processus ici qui est supervisé. Alors la seule différence entre les processus Windows et les processus Linux, c'est qu'en fait, il existe déjà une vue process state pour Windows. Elle n'existe pas pour Linux, mais en fait, on pourrait la créer facilement. Moi, je l'ai mis dans l'inventaire découvert. Et donc, je vois ici mon processus cron qui est supervisé par Operation Manager. Et bien sûr, donc, je peux avoir donc, la visibilité de ce qui est supervisé. Donc ici, c'est juste le nombre d'instances du processus. Ça, c'est un objet que l'on va pouvoir réutiliser dans des applications distribuées sur lesquelles on va pouvoir faire du reporting de disponibilité ou de SLA. Donc on va retrouver la manipulation de cet objet, elle va être exactement identique à la manipulation de n'importe quel objet dans Operation Manager. Et pour terminer ici sur les serveurs Linux ou Unix, donc c'est la même chose que pour les serveurs Windows. Je vais retrouver ici un certain nombre de tâches que je peux activer, notamment donc aller voir les derniers les processus qui consomment le plus de CPU. Et puis je vais avoir donc de façon contextuelle un certain nombre de rapports qui fonctionnent exactement de la même façon que sur Windows. Je te relaisse la main. Allô? C'est bon? Oui. Donc en continuant cette présentation, donc maintenant axé plutôt sur complètement le côté nouveauté arrivé avec SCOM 2012, on va retrouver tout d'abord une évolution d'architecture qui est assez importante. SCOM 2007 héritait d'un premier serveur qui était installé qui s'appelait le RMS pour le Route Management Server et en gros qui constituait un point qu'on appelle un SPOF, un Single Point of Failure, et qui disparaît dans l'architecture SCOM 2012. C'est-à-dire dans SCOM 2012, on retombe sur une architecture, j'ai toujours 3 tiers très classique, avec la base de données, les serveurs applicatifs intermédiaires et les clients au bout. Donc on retrouve une architecture très très classique et du coup qui sera très facile à mettre en redondance. Donc ça sera un des sujets sur lequel on rentrera un petit peu plus dans la session de 17h30 où on s'étendra un petit peu plus justement sur l'évolution d'architecture et éventuellement pour ceux qui auraient des RMS en cluster, comment on va régler le problème puisque du coup le MS en cluster a strictement aucun intérêt et même pas supporté en cluster puisqu'il n'y a aucun intérêt dans une architecture comme ça, avec un niveau de peer-to-peer, d'avoir des environnements de style cluster, excepté bien évidemment la base de données pour laquelle on conservera la logique de base de données en cluster. Donc ça, c'est un apport excessivement important dans la simplification, avec la possibilité bien sûr de passer un upgrade d'un environnement à l'autre. Les extensions de périmètre de supervision, donc juste pour rappel, Operation Manager 2007 SP1 traitait en fait de tout l'environnement, on va dire Microsoft. 2007 R2 a ramené en 2009 les environnements Unix, Linux dont vient de parler Yann. Et puis 2012 apporte quelque chose pour lequel on a vu tout à l'heure dans la première slide, dans les découpes, en fait, que le volet applicatif était quelque chose d'excessivement important, ce qui est vrai. Et on va ramener là-dedans 2 monitoring hyper importants que sont le monitoring des applications .NET, et comme toutes vos applications ne sont pas en .NET, aussi un monitoring des applications J2E. Donc en fait, on retrouve ici, aux extrémités, là, les 2 extensions importantes qui sont le monitoring .NET et le monitoring Java. Juste pour information, parce que je pense qu'on va rentrer plus en détail tout de suite derrière, pour l'histoire, le monitoring .NET peut être connu si vous le trouvez sous le nom de Avicode. C'est bien en fait la société Avicode qu'on a racheté, qui était un partenaire et qui faisait ce management pack. On l'a racheté l'année dernière et il a été mis à disposition pour les gens qui avaient la software assurance de la suite. Donc il est à disposition en tant que produit standalone pour la partie SCOM 2007 R2 et il est maintenant totalement intégré à SCOM 2012. C'est-à-dire si vous avez un 2007 R2, vous avez des applis .NET, vous êtes couvert par la software assurance, vous pouvez l'installer en tant que produit standalone intégré à SCOM. Si vous installez du SCOM 2012, en gros, ça fait partie des menus d'install de savoir si vous si vous activez les composants ou pas, mais ils seront installés en même temps que lui. La topologie maintenant, je vais passer la main à nouveau. Donc, comme le disait Jean-Marie, donc Operation Manager maintenant ajoute la partie supervision des applications, soit donc sur plateforme Java, enfin J2E, donc comme on peut citer WebSphere, WebLogic, Tomcat ou autre, et soit sur plateforme .NET. Il s'agit ici de pouvoir superviser des applications sans spécialement créer de l'instrumentation à l'intérieur de l'application métier. C'est-à-dire c'est Operation Manager qui va aller lui-même découvrir les composants applicatifs et aller les superviser.
Sur la partie donc supervision .NET, en fait, il y a un agent qui est en fait déployé en même temps que l'agent Operation Manager. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent comme 2007, il y a l'agent ACS qui est déployé systématiquement mais qui n'est activé que lorsque l'on en a besoin. C'est la même chose ici. Donc en fait, l'agent APM est déployé systématiquement sur tous les machines sur lesquelles vous déployez l'agent SCOM et il n'est activé qu'à la demande lorsque vous allez sélectionner des applications .NET à superviser. Voilà. Donc ici, dès que l'on va vouloir superviser des applications .NET, ce que l'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on a un assistant qui est le même assistant que je vous ai montré tout à l'heure pour aller superviser un processus Linux, sauf que là, on va lui demander de superviser un processus .NET. Donc Operation Manager va détecter tous les composants .NET qui existent sur vos infrastructures et on va sélectionner ces applications à monitorer. On va donner un certain nombre de critères de monitoring, des critères de SLA, de performance de chaque composant de l'application ou des mesures de nombre d'exceptions par seconde au-delà duquel on va souhaiter faire une alerte. Et on le verra tout à l'heure, donc le contenu des alertes est très riche et fournit beaucoup d'informations. Donc à chaque fois que l'on va créer une supervision d'application, Operation Manager, comme on le voit ici, va générer un certain nombre de menus, enfin de vues, uniquement dédiées à votre application, avec les principaux composants de l'application, les performances et puis les erreurs liées à cette application. Pour la partie J2E, donc on a un petit peu la même logique de fonctionnement, sauf que là, pour décrire le monitoring, on va utiliser des mécanismes de type MBeans, donc des mécanismes standards Java pour aller récupérer donc les informations sur les composants applicatifs. Et donc vous voyez ici quelles sont les plateformes supportées actuellement dans la version qui va sortir, donc la version RTM. Cette supportabilité va s'agrandir avec le temps, donc on aura d'autres plateformes supportées. Mais vous voyez que pour l'instant, donc on a déjà les principaux, donc Tomcat, JBoss, WebSphere, WebLogic, à la fois sur les serveurs Linux et sur les serveurs Windows. Ce qui n'est pas encore supporté actuellement, c'est sur Solaris et AX, mais ça va être étendu par la suite. Sur la partie donc J2E, je le disais, donc on va avoir donc sur le côté serveur applicatif, on va utiliser donc les mécanismes MBean pour aller voir ce qui est à l'intérieur de l'application, donc détecter les composants et automatiquement faire des mesures sur l'état de santé, donc la disponibilité et les performances des composants de vos applications. Donc tout ça rentre, comme nous montrera Jean-François, donc sur du monitoring d'applications distribuées. Donc on peut réutiliser tous ces composants dans nos chaînes d'applications distribuées comme on le fait depuis Operation Manager 2007, exactement de la même façon. Allez. Je me dis lequel c'est. C'est le bon? Ouais, c'est celui-là. Alors, on voit ici donc une vue sur les services d'un agent Operation Manager. Et je vois qu'ici, il y a l'agent donc APM.NET qui est en fait déployé automatiquement, mais qui n'est pas ici activé parce qu'il n'y a pas de composant .NET supervisé sur cette machine. Pour activer la supervision d'une application .NET, eh bien, on va simplement aller rajouter un composant applicatif comme on l'a fait tout à l'heure, mais sauf qu'au lieu de prendre, comme on l'a vu, un processus Linux, on va prendre une application .NET et le wizard d'installation va détecter tous les composants .NET activés, enfin déployés sur les machines. Il va me demander quel est celui que je veux superviser. Voilà, donc j'ai juste à faire add ici. Je peux faire une recherche par nom. Ici, j'en ai pas beaucoup, donc je peux tout rechercher. Et je vois tous les composants. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a des composants, par exemple, d'Exchange ou d'Orchestrator, qui sont des composants .NET et qu'on pourrait superviser comme ça avec Operation Manager. Donc il suffit de choisir les applications que l'on veut superviser. Et puis ensuite, on va donner des critères de nombre de seuils de performance ou de seuils d'échec par seconde. Et on peut les donner de façon globale pour l'application, ou après on peut même rentrer composant par composant à l'intérieur de l'application et avoir des seuils particuliers pour chaque composant ou pour chaque page même d'une application .NET.
On a également donc une possibilité de créer ce qu'on appelle une partie donc server-side et client-side. Donc client-side, on va pouvoir monitorer ce qui se passe du côté du client qui consomme l'application. Et en fait, pour faire cela, ce que va faire Operation Manager, c'est qu'à la volée, il va rajouter du code Java dans les pages avant de les envoyer au client, de façon à pouvoir ramener des informations de supervision supplémentaires. Alors, je vais vous montrer ce que cela donne. Donc, quand on a des applications, de temps en temps, il y a des bugs. Et nous, on a fait exprès de faire une application qui fait des bugs quand on lui demande et pas seulement quand l'application le souhaite, ce qui est plus facile pour faire des démos. Donc là, je vais simuler quelques transactions un petit peu grosses ou quelques échecs. Et en fait, on va voir que cela va créer des erreurs dans Operation Manager. Voilà, donc là, on devra en avoir suffisamment. Voilà, donc ça, ces vues ont été créées par l'assistant. Donc je vois ici une erreur, par exemple une erreur de sécurité. Donc chaque alerte fournie par le management pack APM me donne une vue assez détaillée, que l'on va voir ici. Donc rien n'a été fait spécifiquement dans l'application, c'est juste une application comme ça qu'on a installée, on a juste activé la supervision. Donc je vois ici que j'ai un problème d'accès, de sécurité à un fichier ici, pour lequel le compte applicatif n'a pas de droit d'accès. Ça, c'est une alerte de type sécurité. On peut regarder une alerte de type performance. Et ce que l'on va voir ici, c'est que Operation Manager, en fait, est capable de décomposer le temps d'exécution des composants d'un web service, par exemple .NET. Il va aller voir ce qui est consommé par le composant lui-même, par les appels à SQL Server ou à la base de données. Donc on voit ici que j'ai, par exemple, 500 millisecondes pour exécuter ma requête SQL. J'ai même le détail de la requête qui est exécutée. Et j'ai une seconde, un peu plus d'une seconde, pour aller me connecter à la base de données elle-même. Donc je peux voir où sont les consommations de temps à l'intérieur d'un web service, et je vais pouvoir là-dessus faire des SLA, et pouvoir faire du reporting de SLA sur ces composants-là, et donc d'aller mesurer composant par composant dans mon application tout ce qui est performance. Alors, comment ça se traduit une fois qu'on a mis ça en œuvre? Donc on a effectivement ces alertes qui remontent automatiquement, mais on a également un autre composant qui s'appelle l'Application Advisor, qui me permet de faire du reporting très précis sur mes applications. Donc ici, j'ai un premier rapport qui me montre en fait un état des erreurs sur une application, et je vois que le composant qui me génère le plus d'erreurs. Je l'ai ici, donc c'est cette fameuse erreur sur une erreur de connexion sur la base de données. Et je peux générer, par exemple, un rapport de performance pour voir quels sont les composants qui génèrent le plus de pertes de performance. Donc on va aller créer ce rapport-là. Donc ces rapports sont dans une console dédiée ou sont aussi intégrés à la console Operation Manager. Donc on le disait, Application Performance. Donc j'ai juste à donner une date de début, une date de fin, et dire quelle est l'application pour laquelle je souhaite faire le rapport. Celle-ci donc. Et puis donc je donne mon SLA souhaité. Je vais laisser la valeur par défaut. Je vais avoir ici donc les composants. Donc en rouge, le composant qui me génère le plus d'impact en termes de performance. Donc je l'ai d'un point de vue simplifié sur le graphisme, mais après je l'ai d'un point de vue un petit peu plus détaillé, et je vois que c'est une fonction que notre développeur a implémentée, qui s'appelle Simulate Very Long Computation. Donc c'est bien ce qui me génère les problèmes de performance. Sauf que là, c'était facile. Mais donc, dans une application, vous voyez, même si l'application n'a pas été instrumentée, vous allez pouvoir aller voir quels sont les composants qui vous posent du problème et aller vraiment travailler avec les développeurs pour aller sur des points très précis de développement d'application, donc et de problématiques soit de sécurité, soit
de rupture de service, soit de problèmes de performance. Donc tout ça est complètement intégré maintenant. Donc c'était l'ancien produit Avicode, comme l'a dit Jean-Marie, qui est complètement intégré dans la console Operation Manager. Easter. Oui, finalement c'est moi qui prends la suite. Donc, du coup, donc ça effectivement, cette supervision d'application.net, et pareil pour tout ce qui est environnement J2E, c'est quand même une grosse évolution et qu'on attendait depuis pas mal de temps. Parmi les autres évolutions que l'on retrouve sur cette plateforme aussi, on va retrouver tout ce qui est les interactions avec l'utilisateur. Donc entre autres des consoles qui ont été améliorées, et aussi la possibilité de faire des nouveaux dashboards, puisque c'était un petit peu un reproche qu'on pouvait faire sur les anciennes versions d'Operation Manager, ce rendu à l'utilisateur. Alors c'est vrai qu'il y avait la notion donc de rendu, de possibilité de faire, mais il y a aussi une organisation, donc une réflexion qui est à avoir en amont sur ce que l'on souhaite proposer, à qui et de quelle manière. Donc ça, je vais vous présenter quelques slides là-dessus. Donc concernant les consoles, on a toujours la console Operation Manager classique, donc qui est une version cliente qui s'installe, d'accord. L'avantage, c'est qu'avant, elle était forcément connectée sur le RMS. Donc, là maintenant, ce n'est plus le cas, puisque là maintenant, on peut attaquer n'importe quel management de serveur. Donc, ce qui peut être assez sympa aussi dans une topologie où on est distribué. Donc, ça permet de résoudre quand même pas mal de soucis que l'on avait au préalable. On va retrouver la console web, qui elle est finalement strictement identique à la console lourde. Les vues qui sont enregistrées dans la console lourde, on les retrouve à l'identique dans la console web. Ça, c'est assez pratique. Ça permet du coup de pouvoir prendre la main sur la structure et de pouvoir traiter des alertes. De la même manière, donc, on aura les vues d'état, les vues de performance et les vues d'alerte, le détail au milieu et la liste des tâches qui sont sur le côté. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Operation Manager, vous savez que quand on met en place aussi le système de notification, dans le mail qu'on reçoit, on reçoit un lien vers l'URL qui pointe sur la console web pour traiter l'alerte en question. Une nouveauté qui était quand même pas mal attendue aussi, c'est l'intégration dans SharePoint. Donc c'est vrai que il y a aussi quand même pas mal d'entreprises qui utilisent SharePoint pour leur intranet, pour la partie environnement de production et autres. On arrivait avant à faire certaines choses pour intégrer effectivement des éléments de Operation Manager dans SharePoint, mais il fallait passer par la console web, il fallait récupérer l'URL de la page en question, intégrer ça dans une web part SharePoint qui était la web part qui permet d'afficher du contenu web. Là, c'est plus le cas. Les web parts qui sont maintenant sont fournis directement dans la distrib. Donc les web parts SharePoint sont directement intégrés. Donc ça, c'est pas mal de manière à pouvoir diffuser l'information. Ça aussi, donc, c'est une nouveauté qu'on attend depuis pas mal de temps. Alors, on a vu beaucoup de choses qui peuvent être assez bluffantes. Ceux qui ont peut-être vu les vidéos du MMS ou ce genre de choses, c'est vrai qu'on a des tableaux de bord qui vont arriver. Alors, je dis bien qu'ils vont arriver, parce que là, pour l'instant, on a certains modèles. Si ça tient les promesses, on va avoir vraiment des jauges dans tous les sens, enfin, des super graphiques, et qui vont être tous liés entre eux. Donc, typiquement, là, ici, on a un petit exemple de tableau de bord, mais tout à l'heure, je vais passer directement à la démo. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ce rendu de manière à ce qu'on ait directement et de manière très simple l'information qui intéresse la personne qui est devant l'écran. Donc pour ça, ce que je vous disais, c'est que dans un projet de mise en œuvre d'une solution de supervision, alors là on parle d'Operation Manager, mais en définitive c'est valable quelle que soit la solution que vous allez mettre en place. En amont, il va falloir réfléchir et se poser des bonnes questions, définir le rendu pour quel utilisateur, quel besoin, quel périmètre. En gros, est-ce que la personne va avoir plutôt une vision de type data center, de type réseau, ou une vision de type météo du SI, plus une vision architecture. Et en fonction de ça, on va commencer à réfléchir, à travailler sur différents dossiers, différentes vues et différents tableaux de bord qu'on va mettre à disposition. Et en jouant sur les différents profils qui sont accessibles et que l'on peut définir dans la partie administration de la plateforme, on va pouvoir directement affecter les vues aux personnes concernées. Le but étant de ne jamais laisser la console administrateur telle que vous pouvez la découvrir la première fois que vous faites l'installation du produit. Si vous laissez cette console-là administrateur et que vous distribuez ça à tout le monde, rapidement on va vous dire mais c'est trop compliqué, j'ai du rouge de partout, on n'y voit rien, on ne retrouve rien. Certes, ce n'est pas fait pour ça. La console administrateur, elle est faite pour l'administrateur SCOM. Elle n'est pas faite pour les utilisateurs courants. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur ce sujet-là. C'est quelque chose que l'on rencontre souvent effectivement chez pas mal de nos clients, où il n'y a pas forcément eu cette réflexion-là qui a été faite. Et du coup, après, en gros, les deux vues qui sont utilisées, c'est la vue toutes les alertes et l'état de tous mes systèmes.
Et en discutant un petit peu avec eux, on leur dit, mais ça serait sympa, par exemple, pour les chefs de projet applicatifs, ben, vous leur montez juste l'application qui les intéresse. Les DBA, vous leur montez juste les bases de données. Les gens qui s'occupent de l'AD, vous leur montez juste la partie Active Directory. Et finalement, c'est très simple à faire, et du coup, ça va vraiment simplifier la vie à tout le monde. Donc là, c'est un petit graphe qui montre ici les différentes vues, donc la vue réseau, la vue data center, la vue applicative, météo du SI, comme ça, on arrive à répartir les rôles. Ça, c'est la première chose, donc, concernant les consoles. Deuxième chose, et c'est là qu'on va vraiment mesurer toute la valeur de la solution Opération Manager. On peut très bien avoir ce qu'on appelle une vision data center. C'est en gros, j'ai des devices, j'ai des serveurs qui tournent, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune, ok, mais je reste sur une vision unitaire. Tout l'intérêt, c'est de regrouper tous les composants que je manage de manière à en constituer mes chaînes applicatives. Donc aujourd'hui, quand on regarde les applications métiers, on remarque qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont distribués. Un cas typique, on va avoir un frontal web. Ce frontal web va s'appuyer sur un annuaire pour faire l'authentification. Derrière, ce frontal web va s'adresser au serveur applicatif qui, lui, va avoir un certain nombre de composants qui tournent, typiquement des applications .NET comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi pas aussi des process qui vont tourner sur des machines Linux. Tout ça, ensuite, ça va aller interroger une ou plusieurs bases de données. Ces bases de données, elles vont être hébergées sur du SAN. En gros, ce que l'on constate, c'est que la chaîne applicative, ce sont tous ces composants-là. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir rentrer cette notion de chaîne applicative dans le produit, de manière à ensuite pouvoir sortir tous les indicateurs de qualité et de SLA, soit à vos clients, soit à vos utilisateurs. Alors, la démarche globale, elle est résumée sur cette slide. Alors après, ça dépend aussi d'où on part et de la maturité qu'il peut y avoir au niveau de la DSI pour travailler là-dessus. En gros, c'est que si vous êtes dans une démarche de SLA ou OLA, elles ont déjà été définies. Donc, en principe, à l'intérieur, vous avez les indicateurs de clés de performance qui ont été écrits. À partir de là, on va identifier aussi quelles sont les chaînes applicatives sur lesquelles on prend ces engagements-là. Ça, effectivement, ce que je disais, il faut avoir déjà un certain niveau de maturité. Mais autrement, on peut très bien simplement démarrer au niveau chaîne applicative. Vous dites, OK, j'ai mes 2-3 applications métiers qui sont vraiment les plus sensibles pour mon entreprise. Et puis, j'ai aussi des applications d'infrastructure. Typiquement, la messagerie. C'est pas parce que vous supervisez Exchange que vous supervisez la messagerie. Aujourd'hui, si vous regardez Exchange, vous allez avoir effectivement les différents serveurs, mais votre composante messagerie, il va falloir ajouter éventuellement la partie web qui vous publie votre webmail, le reverse proxy que vous avez mis dans la DMZ. Donc du coup, au milieu, vous avez certainement un firewall. Vous avez peut-être ensuite un rôle SMTP, de l'anti-spam, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de votre application de messagerie. Donc si vraiment vous voulez avoir un taux de disponibilité de la messagerie, il faut penser à rentrer tous ces composants-là. Donc une fois que vous avez identifié ici vos chaînes applicatives, ensuite à l'intérieur, on va décomposer, on va identifier quels sont tous les composants unitaires de cette chaîne-là. Une fois qu'on les a identifiés, on dit OK, maintenant on met en place la supervision. Donc à partir de là, on regarde comment on fait pour monitorer ces composants unitaires. Est-ce que les managements de pack sont déjà présents? Si oui, on les télécharge et on les configure pour monitorer ce qui nous intéresse. Sinon, est-ce qu'il faut les acquérir? Est-ce qu'il faut les créer? Et là, pour créer des nouveaux managements de pack, je vous montrerai tout à l'heure très rapidement, mais ce qu'on vous a déjà montré, il y a certains templates qui sont fournis dans la console de base. Sinon, ce qu'on connaissait déjà sur la version Opération Manager 2007, vous avez l'Authoring Console qui vous permet de créer votre management de pack de zéro. Et de cette manière-là, après, vous le déployez et vous aurez votre composant qui va être managé. On met en place le monitoring. Avec l'outil que je vais vous montrer, on rentre l'application distribuée dans Opération Manager. Après, du moment qu'un composant est monitoré, automatiquement, on pourra l'utiliser dans la partie tableau de bord, dans les notifications, dans les alertes, dans le reporting. On n'a rien d'autre à faire. L'avantage, c'est que du coup, après, ça peut évoluer facilement. L'intérêt aussi d'une solution de supervision, c'est qu'elle suit et s'adapte facilement aux évolutions de votre SI. Donc, on va passer une petite démo. Voilà. Ok. Donc, je vais vous parler d'applications distribuées. Donc, ceci, c'est l'interface qui permet de créer et de rentrer une application distribuée dans l'application. Donc, on va le retrouver depuis ici, la vue Authoring, et ici, application distribuée. Donc, ce que je vous disais en amont, c'est que au départ, il faut travailler sur du papier crayon, enfin, voire avec du visio, de manière à faire le schéma des composants. Identifiez ceux pour lesquels vous avez déjà les managements de pack. Sinon, vous utilisez ici les templates qui vont permettre déjà de faire un certain nombre de choses. Sinon, après, vous pouvez utiliser l'Authoring Console. Donc, on va venir se créer son application distribuée.
Alors, même principe, hein, c'est nouveau, je crée, j'affecte ça dans un management pack. Et pour créer l'application distribuée, ici, je vais venir créer des boîtes. Et dans ces boîtes, je vais venir mettre des catégories d'objets. Donc si je veux créer une boîte, ici, je vais venir faire ajouter un composant. Je vais ajouter le composant que l'on a vu tout à l'heure. Donc typiquement, la partie Linux, on va la retrouver. Alors, déjà, en passant ici, on voit que là, on a tous les composants .NET que l'on manage. Et si je retrouve ma partie Linux, donc vous voyez ici, je pourrais retrouver mes applications Linux qui tournent à cet endroit-là. De la même manière, je pourrais retrouver un certain nombre d'éléments. L'idée, c'est qu'une fois que j'ai créé la boîte, ensuite ici, j'ai le catalogue de tous les objets que je peux mettre dans la boîte que j'ai créée. Ici, j'ai créé une boîte et dans les propriétés de cette boîte-là, je dis ça, c'est pour tout ce qui est base de données SQL Server. Donc là, j'ai le catalogue de toutes les bases de données qui tournent et qui sont managées. Après, j'ai plus qu'à les prendre, à les faire glisser. De cette manière-là, je crée mes différentes boîtes, je les enchaîne entre elles. L'intérêt, c'est qu'ensuite, j'aurai une vision globale de mon application. Après, cette application... Ah, super. Hop. On va repartir ici. Cette application, ensuite, je peux la représenter de différentes manières. Donc ici, je vais retrouver la liste de toutes les applications distribuées que je monitore. Et on pourra aussi avoir... C'est celle-là. On pourra aussi ici avoir une vue graphique. Donc là, typiquement, mon application, elle est en rouge, comme quoi c'est du vrai. Et donc, là, typiquement, je pourrais avoir des utilisateurs qui appellent, qui disent, aujourd'hui, l'application, elle ne marche pas ou ça rame. Si vous n'utilisez pas ce process-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il va falloir regarder au niveau du réseau si vous n'avez pas quelque chose, regarder au niveau des webmasters si ce n'est pas eux qui ont quelque chose, appeler les DBA pour voir si ce n'est pas eux qui ont quelque chose. Là, automatiquement, on sait que notre application elle est décomposée en base de données, web et service applicatif. Les problèmes, ils sont sur le service applicatif. Donc, directement, j'ai une vision claire de ce qui cloche dans mon application. Non, je n'ai pas mis le réseau dans cette chaîne-là. Enfin, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres composants. Mais c'est vrai que typiquement, si quelque part, j'ai le switch qui est important, qui fait que tous mes serveurs communiquent entre eux, effectivement, je vais rajouter le composant. Alors, par contre, il faut faire très attention de ce que l'on fait quand on fait ces chaînes applicatives. Effectivement, faire attention aux composants que vous mettez à l'intérieur. Typiquement, il ne faudra jamais mettre un objet serveur dans son intégralité. Il faut vraiment identifier les composants nécessaires et suffisants pour la supervision. Si vous mettez un objet serveur dans son intégralité, typiquement, le service spooler pourrait s'arrêter. Ça va vous déclencher une alerte et ça va vous déclencher une alerte sur votre chaîne applicative. Alors autant votre chaîne applicative, elle ne s'appuie pas du tout sur le service spooler. D'accord ? Donc il faut bien identifier les composants que l'on va mettre à l'intérieur. Donc ça, cette partie-là, donc chaîne applicative, très importante. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une autre vision que la simple vision basique de mes serveurs qui sont up ou qui sont down. Ensuite, on va pouvoir travailler sur les tableaux de bord. Alors, juste petite reprécision par rapport, donc, pour ceux qui connaissaient déjà un petit peu la version 2007, on a différentes vues et différents types de vues sont représentés par les icônes qui sont ici. Donc ça, c'est une vue de type état. Ça, c'est une vue de type alerte. Ça, c'est une vue de type graphique. Et comme ça, de cette manière-là, on aura aussi des vues de type performance que l'on pourra enchaîner. Par contre, une évolution, effectivement, ici, c'est la partie tableau de bord. Ça, c'est quelque chose que l'on pouvait faire un petit peu avant, mais quand même de manière beaucoup moins conviviale. Donc là, aujourd'hui, si je veux créer un tableau de bord, je vais New. Et ici, je vais demander de créer une vue de type tableau de bord. Et c'est ça qui commence à se remplir petit à petit. Donc là, c'est une version RC. Dans la RTM, il y a deux nouveaux modèles qui sont là et ces modèles-là vont venir s'enrichir au fur et à mesure. Donc là, le premier modèle, c'est simplement sur la mise en page. Donc en gros, c'est savoir si je choisis sous forme de grille ou sous forme de colonne. Et si c'est des colonnes, combien j'en mets. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir ici la possibilité de rajouter des widgets à l'intérieur de ce tableau de bord. Donc là, typiquement, c'est sur une chaîne applicative. Je peux avoir d'un seul coup d'œil une vue sur les alertes, une vue sur les performances et une vue sur l'état des serveurs qui la composent. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là. Merci. Peut-être rebasculer, voilà. Et donc, pour suivre la démonstration de Jean-François, donc un certain nombre de composants qui n'ont pas changé, donc pour lesquels en fait il n'y a pas de modification, avec peut-être en rappel le fait que tous les management packs qui fonctionnaient en SCOM 2007 R2 fonctionnent en SCOM 2012, hein, donc il y a une continuité, une portabilité totale.
Derrière, en fait, on va pas élaguer les composants. On peut rappeler simplement que toute la structure de base de données, la collecte des audits pour ceux qui l'ont utilisé continue exactement de la même façon. Les intégrations AD restent la même. Du côté PowerShell, on peut noter quelques évolutions. Un certain nombre de CMDLET ont été refaits, voire ont été étendus. Donc il y a des extensions, mais ça, ce qui est quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire dès qu'il y a des nouveaux produits, en général, on étend le côté PowerShell. Les transactions synthétiques, donc on disait continue. Hein, la transaction synthétique, c'est quelque chose que typiquement, Jean-François aurait pu rajouter quand on disait un modèle application. Probablement un des bons éléments, c'est de mesurer le taux de rendu à l'utilisateur en lui rejoignant une transaction à partir d'un des points du réseau et de rentrer le temps de réponse qu'on mesure sur cette transaction dans le langage de SLA qu'on a avec lui. Donc ça peut être aussi un bon moyen de rendre à l'utilisateur l'état du service qu'on lui a rendu. Pour continuer les innovations, ce qu'on trouve bien sûr comme grosse innovation, c'est le volet supervision réseau avec l'intégration d'un certain nombre de composants. Donc ça se présentera dans la console comme une nouvelle zone de découverte des équipements réseau, donc qui a été assez modifiée. Pour le traitement de l'intégration dans l'architecture, il y a aussi quelques modifications, c'est-à-dire qu'on n'affecte pas un composant réseau à un serveur MS, mais à un pool de serveurs, ce qui est assez différent par rapport à ce qu'on traitait des devices dans la version SCOM 2007 R2. Donc ça, c'est pareil, on en parle un petit peu plus précisément dans la session d'après sur le sujet. Et puis, bien sûr, ça va nous permettre de voir les composants réseau et d'associer, puisqu'on a des agents sur les machines, en repérant les MAC adresses de chacun d'eux, on peut savoir quelle machine est associée à quel port, etc. et avoir une vision du réseau global. À nouveau, juste pour le côté positionnement, l'objectif n'est pas que SCOM devienne un pur outil d'administration réseau, mais devienne quelque chose pour lequel les gens du système puissent voir les fonctionnalités du réseau et l'associer aux composants du système. Donc, démonstration cette fois de monitoring réseau. Donc, vu dans un SCOM 2012 ici, on va réutiliser un des tableaux de bord qui était dans une des copies d'écran, où j'ai ici un environnement dans lequel on est connecté ici au MTC, à ici les Moulineaux, avec un certain nombre de composants réseau pour lesquels on va voir quels sont ceux qui ont le plus bas temps de réponse, donc ceux qui vont pas très bien, ceux qui consomment le plus de CPU. Pour information, la charge CPU et les occupations mémoire que je vais vous montrer ne sont disponibles que sur les équipements de type Cisco. Pour les autres, on a les informations de type activité sur les ports, etc. et repères des hosts et liaison bien sûr avec les machines, ce que je vais vous montrer sur une des machines. Et puis derrière, quels sont les ports qui ont le plus fort taux d'utilisation. Donc si maintenant je voulais regarder un des équipements réseau ici. Alors, en fait, je ne le prends pas tout à fait au hasard parce que je vois un certain nombre d'équipements réseau, mais comme le MTC est partagé entre tout un tas d'équipements sur lesquels je n'ai pas la main, c'est un sur lequel j'ai la main sur les équipements qui lui sont rattachés. Donc, je vais pouvoir en fait lui demander ici d'aller un petit peu plus en détail, donc avec des vues un peu détaillées. Et qui va être de lui dire, par exemple, présente-moi le network Vicinity Dashboard. Et en fait, il va me retrouver ici, vous voyez, le côté détail pour la partie réseau avec les performances. Donc d'avoir en fait à nouveau un tableau de bord plus en détail, mais pour cet équipement-là, avec c'est le nombre de paquets par seconde en entrée, en sortie, etc. Et on va pouvoir faire sur cette partie-là directement, soit sur un clic droit ou à nouveau ici, lui demander de montrer l'état des nodes. Et dans ce cas-là, je vais même pouvoir lui demander de me montrer ce qu'on voyait, dans la présentation précédente, qui est quels sont les hosts qui te sont rattachés. Donc on a bien une liaison, donc là c'est assez limité parce que je disais, j'ai pas énormément de machines raccordées à cet environnement. Donc imaginez que vous ayez l'ensemble. On regardera tout à l'heure comment on a fait la découverte des équipements réseau. Donc moi je l'ai fait d'une façon simple et j'ai ici la vue de mon équipement. Et à nouveau, je vais pouvoir rentrer en détail sur les consommations, l'état des ports. Et là je peux regarder l'état des ports. Alors si je les trie dans le sens de celui qui est utilisé, puisqu'en fait il n'y en a qu'un, ils sont connectés sur le même port. Et derrière, à nouveau, je vais pouvoir rentrer en détail sur ce port et dire « Ah oui, mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'aller voir le détail pour cette interface-là. » Et à nouveau, je vais rentrer dans un détail en dessous où je vais avoir effectivement le nombre de paquets envoyés, etc. sur ce port pour une période donnée avec les pics. Est-ce qu'il y a eu des seintes d'erreur? Oui, il y en a eu quelques-uns. Et puis ici, des jauges. Donc là, comme c'est des machines qu'on a rajoutées récemment, on n'a pas trop d'historique dessus. De la même façon, une fois que j'ai en fait remonté des informations
informations sur cette interface, j'ai à nouveau, comme on retrouve toujours dans SCOM, la liaison vers la partie reporting, avec ici, ah oui, mais donne-moi soit le taux d'erreur, alors j'ai pas trop d'erreurs sur ces trucs-là, qui sont bien gérés par les gens du MTC, mais je peux lui dire, donne-moi le taux de trafic qui est utilisé à nouveau sur cette interface, donc il a pris soin de me rentrer que c'était le port 52, donc on retrouve les choses assez habituelles, donc de camp à camp, je vais lui dire du mois précédent, premier jour jusqu'à aujourd'hui, et à nouveau, comme dans tous les rapports, je pourrais dire, mais ce qui m'intéresse, c'est que telle plage horaire, que du lundi au vendredi, etc., sur telle partie. Donc là, on va lui prendre la globalité de la période, et on va retrouver ici des rapports qui vont donner l'état de mon fameux port 52 avec ses charges, et ainsi de suite. Donc on va retrouver à nouveau la descente qu'on connaît traditionnellement, où je vais rentrer dans le détail de plus en plus fin, et derrière, à tout moment, je peux me débrancher. J'aurais pu le faire directement depuis ici, là, les deux ports qui sont à 72-73%, et lui dire, soit montre-moi une vue d'alerte, il doit en rester une là, qui est en suspens. Il y en avait une il y a 5 minutes, en fait, il a une limite, voilà, qui dit en fait... Ce port-là a dépassé un seuil à plus de 70%. Effectivement, ça commence à être un beau taux d'utilisation du port. Et à nouveau, directement sur ce port-là, j'aurais très bien pu lui dire, soit montre-moi le détail, donc ça c'est un autre port, hein, donc on retrouve ici dans le volet navigation les mêmes, montre-moi le côté interface dashboard, et on va tomber dans l'interface, donc le port en question, pour voir son activité, où on voit qu'il y a des activités qui s'arrêtent là dans la matinée. Donc honnêtement, je ne sais pas du tout ce que fait Switch là, et je ne sais pas quelle est sa position dans l'infrastructure MTC, mais en tous les cas, il a des activités un petit peu bizarres sur un comportement où il s'arrête le matin, ça doit être des fins de sauvegarde ou des fins de backup de VM, probablement des choses dans ce goût-là. Donc là, ça me donne en fait une vision globale de l'équipement du réseau, avec ramener comme toujours un certain nombre de vues. Donc comme le rappelait Jean-François, on donne les vues dont l'opérateur a besoin et on ne lui donne pas la globalité de la console telle que je la vois en ce moment, moi qui suis administrateur et qui n'ai mis aucun filtre, bien évidemment. Mais on va retrouver des zones, et ça je disais par contre, celle-ci, le Free Memory Utilisation, c'est les 3 buffers d'un Cisco qui est un 3750, donc qu'on a connecté, et honnêtement il n'a rien derrière, c'est pour ça qu'il n'y a pas de variation de l'utilisation mémoire, on l'a simplement vite fait intégré dans le réseau hier, c'est un prêt de nos amis de Cisco, on l'a juste intégré dans le réseau, et ils m'ont donné l'adresse IP pour que je le déclare en tant que machine vue par SNMP, l'état des pings et le taux d'utilisation du processeur. Donc à nouveau, je vous dis, comme ce switch-là a aucune activité, il a effectivement une activité très fat. Maintenant, le comment on l'a déclaré, bien simplement, en fait, les add-ons qui ont été faits le sont dans la partie administration, dans la zone de découverte. Et dans la zone de découverte, j'ai ici des règles de découverte. Donc on a écrit une règle de découverte de nos switches. On va la regarder assez rapidement, mais ça vaut le coup quand même, pour dire, en fait, on crée une règle de découverte. Donc, et là, ce qu'on voit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, pour lequel on rentrera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Sur le côté, on ne l'affecte pas à un serveur ou à un agent, mais bien à un pool de machines. Et donc, il aura la possibilité de basculer d'un serveur à l'autre. Donc, si j'ai plusieurs serveurs dans le pool, en fait, si je perds un des serveurs, automatiquement, il sera basculé sur un des autres serveurs du pool. Et il sera réparti, d'ailleurs, l'autre balancé entre les différents serveurs du pool. La méthode de découverte ici, une méthode explicite. J'aurais pu faire du récursif en disant va me chercher mon premier switch et puis balaye à l'intérieur des switches toute la liaison vers les autres switches, hein, le côté récursif de la chose. Là, on l'a fait en explicite en se disant on n'a fait que ceux pour lesquels les gens du MTC nous ont laissé accès. Donc le type de communauté, ça n'est pas ici l'utilisation. Alors c'est réellement derrière la communauté publique, mais ce que je veux dire, c'est pas le terme public. J'aurais pu marquer Toto à la place. On fait l'association avec un RONAS à compte. Donc derrière, j'aurais pu avoir n'importe quelle communauté et dire qu'elle est publique sans que ce soit réellement le terme public. Donc il y a bien l'association, un peu comme un RONAS à compte. Et on va voir tout à l'heure dans la configuration qu'on supporte le SNMP V1, ce que faisait la partie SCOM précédente, mais aussi V2 et V3, donc pour le volet sécuritaire de SNMP. Du coup, comme on n'a pas fait du récursif, on déclare simplement nos devices, et pour chacun d'eux, on a déclaré son adresse IP ou son nom, et puis comment on le découvre. Donc là, en l'occurrence, ils répondent au ping, ce qui n'est pas forcément le cas général. Donc dans ce cas-là, on préciserait qu'il serait simplement SNMP et pas SNMP et ICMP. Sous quel protocole on l'attaque? Est-ce que c'est du V1, V2? En fait, V1, V2, c'est à peu près la même chose. Ou du V3? Et précisément, quel compte? Et si je voulais rajouter un compte, je tomberais ici dans la procédure qui est rajoute-moi un RONAS à compte. Donc on définirait, comme on définit un compte, qui sera le compte du RONAS pour aller exécuter le management pack Active Directory. Sauf que là, ça sera une communauté qu'on va rentrer. Mais l'intérêt, c'est qu'on ne la verra pas en clair dans nos paramètres. Elle sera rentrée dans la technique des RONAS à compte.
Et puis, enfin pas accessoirement, et puis bien évidemment, est-ce qu'on fait la découverte une fois et c'est fini? Est-ce qu'on fait la découverte? Donc nous, on a choisi de la faire tous les jours à 2 heures du matin. Mais au besoin, je peux bien sûr, une fois que j'ai fait mes paramètres, ici lui dire « Ah oui, mais en plus, fais-la, non, c'est juste à la fin, fais-la de manière quand on termine le wizard, pour qu'il l'exécute quand on crée le wizard la première fois. Ou sinon, si j'ai envie de le redéclencher, donc je ne modifie pas les règles, mais si j'ai envie ici de le redéclencher, à tout moment, je peux lui faire simplement un run pour lui reforcer la main à tourner maintenant, parce que j'ai rajouté des nouveaux éléments. C'est ce que j'ai fait hier quand j'ai rajouté l'équipement Cisco dedans. Voilà donc pour la partie la partie réseau, et on va terminer là. En fait, on doit être à peu près bien dans les temps. Sur la partie, alors on a laissé quelques slides que vous n'avez pas vus, qui sont quelques copies d'écran du côté réseau, des choses comme ça, qu'on a mis masquées, mais vous aurez accès aux présentations, et donc vous pourrez les récupérer avec quelques copies d'écran qu'on a volontairement masquées pour pas les passer, alors qu'on faisait des démonstrations derrière. Donc simplement, on rappelle sur les sessions System Center, dans cette présentation, vous trouverez les noms et contacts de mes collègues qui sont là. Donc vous pouvez les joindre directement par email. Et puis pour aller plus loin, les quelques sessions, comment évaluer, etc., un certain nombre de pointeurs. Donc tout ça sera mis bien sûr en dépôt sur les sites de TechDez, et vous pourrez les récupérer. Juste une petite chose pour mes statistiques personnelles. J'aurais dû le faire avant. Est-ce que les gens qui utilisent déjà Operation Manager 2007 pourraient lever la main, s'il vous plaît? Très bien. Ok, donc une petite moitié, on va dire. Donc rendez-vous à la session migration. Hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Merci.